Bonjour, bonjour à tous et très heureuse de vous accueillir dans Bœuf en Fête, une émission spéciale consacrée à la fête des bœufs gras de Bazas, un rendez-vous en couleur qui se tient chaque année le jeudi juste avant le Mardi Gras. Alors aujourd'hui nous avons décidé de vous faire vivre cette fête, une fête toujours très conviviale et dont le cru 2014 s'annonce absolument exceptionnel. Cet après-midi ce sont 16 magnifiques bœufs gras qui vont donc défiler dans les rues de la vieille ville, un défilé que nous allons suivre en direct grâce à Karim Jbali qui est sur place et que nous allons rejoindre dans quelques tout petits instants. Mais auparavant, je vous présente mes invités. Nathalie Morlot, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes donc éleveur de race bazadaise. Et puis Philippe Etchebest, chef étoilé, produit du sud-ouest de la tête aux pieds. Ça, c'est vous qui vous présentez ainsi. En tout cas, bonjour et merci infiniment d'être avec nous cet après-midi. Vous allez donc rester à mes côtés pendant 52 minutes et vous pouvez, à votre guise, mettre donc votre grain de sel dans cette émission et je sais que je peux compter sur vous. Mais dans l'immédiat, eh bien, ce que je vous propose, c'est de partir tout de suite à Bazas pour retrouver donc au cœur de cette fête Karim Jbali. Karim, alors vous trouvez place des Tilleuls, car c'est de là très précisément que sera donné dans quelques petites minutes maintenant le départ de ce défilé des bœufs gras. Oui, Marilus, nous sommes ici, place des Tilleuls. Le Mont, c'est noir de monde, et comme tous les ans. Et ici, tout va commencer par la pesée qui se trouve juste sur ma droite, dans quelques instants. Et ensuite, le cortège s'achemine tout au long de l'après-midi, et ça finira même assez tard le soir. Voilà. Le principe, vous l'avez vu, c'est de mettre en relief un petit peu cette race bazadaise. 16 spécimens, 16 grands champions ont été bichonnés, élevés, j'allais dire, et préparés pour cette fête. Et ici, bien évidemment, il n'y a que des mordus de cette race. Et je suis ici avec la famille Auger, pour qui rien au monde n'aurait raté ça. En 2 mots, vous y êtes là tous les ans. Tous les ans, en fait. Natif de Bazas, c'est immanquable pour nous. On vient avec la famille, on perpétue la tradition avec les petits qui font le folklore. Voilà, vous l'avez compris, c'est encore une question de tradition et de passion. Hein. Je vous retrouve tout au long du parcours, Marius. Et avec grand plaisir, Karim, à tout à l'heure. Philippe Etchebest, cette fête, évidemment, vous la connaissez, elle a une telle notoriété, mais est-ce que vous y avez déjà participé, vous? Non, malheureusement, mais je devais y être convié cette année. Et malheureusement, mon planning ne me permettait pas d'être présent, mais je ne désespère pas. J'espère que l'année prochaine... Voilà, déjà invité pour vous le notez d'ores et déjà sur votre agenda. Alors, ces bœufs gras basadés sont également présents, bien évidemment, au Salon de l'Agriculture, là où nous attend Élise Descartes. Alors, Élise, pendant que certains défilent fièrement dans les rues de Bazas, eh bien, d'autres jouent les stars dans la capitale. Ah bah attendez, au Salon de l'Agriculture, les vrais stars, ce sont les bovins et les bazadaises ont vraiment leur place. Regardez derrière moi, Élysée, c'est un champion, un taureau bazadé, un vrai champion. Il va se préparer pour faire une présentation. Et vous savez, les présentations ici, c'est très important pour cette race. Elles permettent, les présentations, de promouvoir une race qui est encore un petit peu confidentielle parce qu'on a 3600 vaches et 140 éleveurs seulement disséminés sur l'Aquitaine et Midi-Pyrénées. Et cette race a failli disparaître puisque dans les années 80, il y avait moins de 1000 vaches. Donc il y a eu tout un travail de fait pour promouvoir cette race, pour dynamiser cette race et faire de la reproduction. Ici, on a beaucoup de reproducteurs. Il faut savoir aussi que cette race qui est présente en Aquitaine et Midi-Pyrénées est aussi présente dans le monde entier, en Angleterre, en Espagne, en Belgique, mais aussi jusqu'en Australie et qu'elle est très prisée, notamment pour son goût de viande très persillée, très goûteuse. Voilà Marilus, ici au Salon de l'Agriculture. Merci Élise, on revient vous voir dans une petite vingtaine de minutes. Alors Philippe Etchebest, vous étiez présent en début de semaine au Salon de l'Agriculture. Est-ce que pour vous c'est un rendez-vous essentiel, un rendez-vous incontournable? Mais je pense qu'effectivement c'est un rendez-vous incontournable déjà pour le monde de l'agriculture. Pour les éleveurs aussi, ça permet de présenter un petit peu et de faire connaître leur travail au quotidien. Parce que c'est pas rien, je crois, aujourd'hui d'être agriculteur et d'être éleveur. C'est très compliqué. Et en plus, j'ai le sentiment qu'il se passe vraiment quelque chose dans le monde de l'agriculture aujourd'hui. Et je m'y intéresse beaucoup. Et qu'est-ce qui vous a séduit, voire surpris cette année au salon ? Alors, je me suis intéressé aux bœufs, bien évidemment. Hein. J'ai été visiter l'endroit où j'ai vu des bêtes magnifiques, même un peu trop. Enfin, je poserai des questions aussi après parce que j'ai vu des bêtes qui étaient vraiment bodybuildées. Je me demandais comment ça pouvait se faire. Alors, je me pose des questions. Dans les bazadaises. Non, pas dans les bazadaises, c'est vrai, mais dans d'autres races. Et après, les chevaux aussi beaucoup parce que j'aime beaucoup les chevaux. Vous intéressez, c'est une de vos passions, ouais, Philippe. Aussi. Alors, on vient de voir sur ces images
des cuissons de basadaise avec un petit peu de piment d'Espelette. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette association bœuf basadé et piment d'Espelette? Ça vous convient? C'est une association qui vous plaît? Ça me parle aussi, bien sûr. Déjà une belle viande, en plus un produit piment d'Espelette qui est un produit de ma région aussi, donc ça doit faire forcément, et ça fait une belle association. Mais il y a tellement de choses à faire finalement avec le bœuf et travailler aussi toutes les parties, parce qu'on oublie que dans le bœuf, on utilise souvent le filet ou la côte. Il y a tellement de choses à faire. On en reparlera au cours de cette émission, bien sûr. Alors même si la basadaise est aujourd'hui la vedette, n'oublions pas une autre race qui possède aussi d'indéniables qualités, c'est la Limousine. Et pour nous en parler, nous nous rendons aux portes de Limoges, au pôle de l'Anneau, un lieu entièrement dédié à cette race, pour retrouver Christophe Zirnel. Christophe, bonjour. Bonjour Marius, oui, nous sommes ici dans un lieu d'excellence entièrement dédié à la race Limousine. Un emblème, le bâtiment construit en pin Douglas de la région. Il est signé Jean Nouvel et a été classé bâtiment remarquable du XXe siècle. Alors ici, on fait la promotion de la Limousine, on protège la race et surtout, on l'améliore. Parce qu'il faut savoir qu'au XVIIe siècle, la vache Limousine travaillait dans les champs et elle pesait environ 300 kg. Aujourd'hui, elle est présente sur l'ensemble de la planète et dépasse parfois la tonne. Alors, comment en est-on arrivé là? Quelles sont les caractéristiques de la vache Limousine? Quelles sont les missions du pôle de l'Anneau? C'est ce que je vous propose de découvrir dans quelques instants et ensemble. Eh bien, avec grand plaisir, Christophe, à tout à l'heure. Alors, si vous venez de nous rejoindre, je vous rappelle que c'est aujourd'hui que Bazas célèbre sa traditionnelle fête des bœufs gras, un rendez-vous haut en couleur que Karim Jbali va nous faire vivre donc en direct cet après-midi. Et Karim, eh bien, comme chaque année, tout commence sur la place des Tilleuls où se déroule la traditionnelle pesée de ces jolis bestiaux. Et oui, alors quand on vous parlait de pesée, Marie-Luce, il ne s'agit pas d'une balance traditionnelle. Ici, sur cette dalle de béton, viennent les bestiaux. Alors, ils sont déjà passés, le cortège est déjà passé, c'est pas grave. Nous en sommes à près de 900 kilos pour l'instant, pour le meilleur d'entre eux. La pesée est obligatoire. Ce sont des drôles de gabarits, Olivier. Olivier, j'ai oublié de vous le présenter, c'est l'organisateur. Oui, plus de 950 kg, effectivement. On va atteindre quasiment une tonne aujourd'hui pour certains animaux. On est entre 950 et une tonne. C'est un très beau lot d'animaux qu'on a cette année qui sont engraissés parfaitement et ça, c'est à souligner. Tout à fait. Nous avons parlé de fête traditionnelle, Marie-Luce. Ici, on vit uniquement dans cette tradition, mais aussi dans la notion de filière d'excellence. Oui, c'est vrai qu'ici, la basadaise est vraiment élevée avec un cahier des charges très rigoureux. Quand je dis rigoureux, c'est vraiment rigoureux et on tient à ce que cette race perdure dans la qualité et non pas dans la quantité. C'est pour ça qu'on a un cahier des charges qui franchement est rigoureux pour les éleveurs, pour les bouchers et aussi pour les consommateurs, puisque quand ils viennent, ils ne peuvent acheter que cette viande, mais une viande de qualité. En deux mots, Olivier, pour les gens qui l'ignorent encore, cette fête des bœufs gras, c'est un rituel très précis. Nous sommes ici sur la pesée et ensuite s'ébranle tout le convoi qui va aller jusqu'à la place là-bas, près de la mairie, près de la cathédrale. Oui, tout à fait. Là, on va partir d'ici quelques minutes. On va aller braver la foule puisqu'on a plus de 10 000 personnes qui sont massées sur les bords pour voir ces 16 animaux. Et donc, les bœufs vont fondre dans la foule pour pouvoir arriver sur la place pour ce concours, bien sûr, où tous les éleveurs veulent gagner parce que c'est le prestige, bien sûr. Marie-Luce, on va le voir avec plus en détail. Ces bœufs ont été bichonnés, élevés. Aujourd'hui, ils sont dans leurs plus beaux atours. Bien évidemment, ce sont plus de 900 kilos de viande qui se promènent sur quatre patins, excusez du peu, et tout le long, ils présentent à la fois le nom du boucher. Alors le trio célèbre, c'est l'éleveur, le boucher, qui font absolument cette paire. Ah bien sûr, c'est on va dire la traçabilité. Le boucher va acheter ses animaux tout petits chez l'éleveur et donc suit cette bête jusqu'au temps, bien sûr, qu'elle arrive à la fête des bœufs gras. Et donc après, bien évidemment, la carte d'identité est affichée dans l'étal avec la viande. Donc le boucher peut expliquer dans quel pré l'animal a vécu et dans quelle étable il a fini l'engraissement. Sud-Gironde, Aquitaine, mais aussi, il y a aussi des Australiens, vous en avez parlé tout à l'heure. Oui, ils se sont perdus dans la foule, Marie-Luce, excusez. Mais on vient d'Australie jusqu'ici pour voir ces bœufs. Tout à fait. Aujourd'hui, on a des Australiens, on a pu croiser des Anglais, des Espagnols, des Belges, des Allemands, des Brésiliens, des Argentins, puisque ce sont des grands amateurs de basadaise. Et en plus, il y a des basadaises dans ces pays-là. Donc ces gens-là viennent ici parce qu'ils viennent faire un peu leurs courses
Alors au sens propre et au figuré, ils viennent faire leurs courses d'entrecôte et surtout aussi voir les animaux, voir les beaux spécimens pour après bien sûr acheter des inséminations, voir des animaux. Donc voilà, c'est le monde qui vient à Bazas et bien sûr nous on s'en réjouit. Voilà, donc c'est une fête traditionnelle. Alors le convoi ne nous attend pas, Marie-Luce, excusez-nous, On on va aller le rejoindre et on vous retrouve au fur et à mesure de son périple. Bien sûr, Karim. Alors Nathalie, on l'a entendu, des Australiens qui ont fait le voyage pour venir assister à ce défilé des bœufs gras. Vous qui travaillez activement à l'organisation de cette fête, j'imagine que ça vous fait plutôt chaud au cœur. Absolument. Donc, ce sont des Australiens qui sont arrivés hier sur Bordeaux. Ce matin, ils ont visité notre propriété, justement, et vu la foule, c'est dommage qu'ils aient raté le coche de votre émission, parce qu'il était prévu effectivement qu'ils soient interviewés, parce que ceux-là ne font pas encore du basadé, mais en Australie, nous avons des troupeaux et nous avons même des concours de race basadaise en Australie, qui est quand même assez extraordinaire. Et ils reconnaissent la qualité de notre race basadaise, même en Australie. Alors cette journée est ô combien importante pour les éleveurs qui montrent là tout leur savoir-faire. Ils sont tous très fiers de participer à ce défilé. C'est pour nous, avec les concours, mais la fête des bœufs gras de carnaval, c'est quand même le top pour un éleveur, parce que ces bêtes qui restent à peu près 4 ans et demi dans les prés sont rentrées après pour 6 mois à l'engraissement. Ce sont des bêtes qui sont effectivement soignées avec foin, triticale, seigle, orge, tout ça mis 2 fois par jour dans les auges, le foin à volonté. Les bêtes sont brossées justement 1 ou 2 fois par jour pour que le gras justement rentre dans le muscle, ce qui fait que c'est le fameux persillé. Et c'est vrai que les bêtes sont toutes bien élevées, mais ces bœufs gras, c'est quand même quelque chose de supérieur. Et le concours, qu'on verra tout à l'heure, pour nous, c'est une grande fierté. Et ce rendez-vous, ce défilé des bœufs gras, c'est un rendez-vous qui se prépare très en amont. Très en amont, d'une année sur l'autre, de toute façon, parce que quand on sait les bœufs qu'on va mettre sur la place l'année d'après, forcément, donc, on réfléchit qui est-ce qui va y aller. Et après, on commence à les élever. Après, il faut leur apprendre à marcher derrière le tracteur, la charrette. C'est pas toujours évident. Donc, on les entraîne pour que justement les bêtes soient assez calmes. D'ailleurs, j'ai vu ce matin, là, ça a l'air assez calme, ce qui n'est pas toujours le cas. C'est parce que c'est le début du défilé, peut-être. Peut-être aussi, oui, non, mais ça a l'air d'aller quand même. C'est bien, oui, parce qu'il y a des moments où les bêtes s'affolent un peu. Elles ont toujours vécu, elles n'ont jamais vu de monde, quoi. Donc la foule, c'est compliqué, et les gens parfois sont pas très prudents, et des fois il y a quelques petits incidents, oui, c'est vrai. Alors avoir le privilège de promener ces bœufs en ville le jeudi précédent, le Mardi Gras, c'est une tradition héritée de l'Ancien Régime. Je vous propose tout de suite de revenir sur son histoire, toujours avec Karine Jbali. Cette tradition des bœufs gras puise ses origines à une époque où Bazas était l'une des premières cités d'Aquitaine. Nous sommes en 1283 et à cette époque, Édouard Ier, roi d'Angleterre, règne sur l'Aquitaine. Et dans le cadre du partage des pouvoirs avec l'évêque, il est décrété que chaque année, à l'occasion de la Saint-Jean, les bouchers de Bazas doivent offrir au clergé un taureau. En compensation, ils se voient octroyer alors le privilège de promener leurs bœufs dans les rues de la ville pour le jeudi gras. Sa tradition se perpétue tout au long des siècles et va assurer, tant bien que mal, l'existence de la race locale de la race basadaise. Car en filigrane de cette fête se dessine l'évolution de cette race bovine. Et on peut distinguer 3 phases historiquement. La première période, 1892 à la Seconde Guerre mondiale, représente une période d'expansion. La seconde, de la fin de la guerre jusqu'aux années 70, se caractérise par une chute vertigineuse des effectifs. Et enfin la troisième, des années 70 à aujourd'hui, une légère croissance amorce. Donc fête et sauvegarde de la race sont intimement liées tout au long de l'histoire. Voilà, et cette tradition est toujours très très suivie cette année encore, et vous le voyez donc en direct sur ces images, en direct de Bazas, bien la place des Tilleuls est noire de monde, il y a vraiment foule. Olivier Boissavy nous l'a dit, plus de 10 000 personnes seront présentes cet après-midi à Bazas. On vient de loin pour admirer ces bœufs gras. Cette année, des Australiens ont même fait le voyage pour pouvoir assister à ce qui est un véritable spectacle. Et ça nous fait évidemment, ça vous fait, Nathalie, très, très plaisir. Alors, on va revenir quelques instants avec vous, Nathalie, sur l'histoire de ces bœufs. Autrefois, ils étaient utilisés pour les travaux de la ferme. Tout à fait. Jusque dans les années 43, juste après la guerre, les bœufs ont commencé à atteler vers 1 an et demi pour leur donner l'habitude. Alors là, on leur faisait faire des petits travaux de labour dans des terres légères. Et plus ils avançaient en âge, jusqu'à 5 ans, alors après, ils faisaient
labourages, et il faisait surtout le travail de la forêt, quoi. Il tirait des bardages, etc. Et le basadé, le bœuf basadé, était reconnu comme une bête très costaud, très dure, enfin je veux dire autant à la chaleur qu'au froid. C'était une bête qui était très souple, donc les forestiers aimaient beaucoup ce basadé, qui était très connu, puisqu'on a eu en 1943 jusqu'à 60 000 têtes en basadé, ce qui était énorme. Donc, et après, les vaches aussi faisaient des travaux plus légers, mais aussi elles étaient très appréciées parce qu'elles étaient peut-être encore plus rapides que les bœufs, excusez-moi messieurs, mais enfin bon, voilà, c'est un bœuf. Et non, mais tout ça pour plaisanter, parce que ce sont des bêtes dont de travail. Et après, dans les années 46, les tracteurs ont commencé à arriver, ce qui explique d'ailleurs la baisse des effectifs. Pour acheter les tracteurs, les éleveurs ont vendu les bêtes chez les bouchers. Les veaux étaient très très prisés en veaux sous la mer. Donc petit à petit et rapidement, les effectifs sont tombés, quoi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a combien de têtes? Alors, on l'a dit tout à l'heure, là, on est à 4700 mères. On est à très peu de taureaux, hein, on est à 150 taureaux. Je crois que la cité 160 éleveurs ou quelque chose comme ça. Mais maintenant, je suis contente parce que je trouve que de plus en plus, alors les laitiers s'orientent vers de la vache, enfin du bétail allaitant. Ils viennent chez nous, chez les basadés, même des limousins. J'en ai vendu cette semaine à des limousins. Les blonds, ils se tournent sur le basadé parce qu'ils ont pris conscience quand même que le basadé était très prisé. C'est une image extraordinaire. C'est très bon. Et ça se vend très bien. Justement, ça prête un peu à confusion parce que même moi qui suis cuisinier et qui justement s'intéresse à ce genre de produits, à un moment donné, je faisais difficilement la différence. Voilà, le bœuf de Bazas, la basadaise, c'était la même chose ou pas? C'est un peu compliqué à comprendre. C'est un peu compliqué, c'est vrai. Je reconnais, je vais essayer d'être clair. Donc, le bœuf de Bazas, c'est un label qui est sorti dans les années 95 à la suite d'une marque justement pour essayer de sauvegarder la basadaise dans les années 70. Et donc, ce bœuf de Bazas, il y a maintenant à peu près 90% de blondes et 10% de basadaise. Voilà. C'est ça qui est un peu trompeur pour le consommateur. Je n'ai rien contre la blonde d'Aquitaine qui est excellente, qui est bien élevée, parce qu'il y a un cahier des charges. Donc, c'est un label de zone géographique. Hein, donc, Gironde, un peu du Gers, un peu des Landes, de Lot-et-Garonne. Donc, ces bêtes ont un cahier des charges, foin, céréales, enfin, tout ce qu'il y a de plus normal quand on veut bien élever un bétail. Oui. Quoi, hein, voilà. Donc, blond et peu de basadés, malheureusement. Donc, ça s'appelle bœuf de Bazas. Voilà. Donc, pour être certain de pouvoir consommer de la basadaise, il faut aller, entre autres, à Bazas, là, voilà. Il faut demander la carte. Voilà. Il faut demander au boucher qui, de toute façon, obligatoirement a la carte, hein, ça c'est la loi. Et donc, la race basadaise, c'est le numéro 24. Et là, vous avez effectivement de la basadaise, comme vous allez avoir dans les boucheries de Bazas pendant 3 semaines, un mois. Merci beaucoup, Nathalie. Oui. Je voudrais poser juste une question. Combien il y a de bouchers qui vendent de la basadaise? Alors, à Bazas, tous. Hein, tous. Oui, là, maintenant, vous allez tout savoir. Malheureusement, on n'en a pas toute l'année. Voilà, c'est ça le problème. Ouais. Donc, ils ont quand même des très bonnes viandes, mais si vous leur demandez, ils auront l'honnêteté de vous dire, aujourd'hui, j'ai pas de basadé. Il est évident que pendant un mois, là, tout le monde, on a commencé à abattre pour avoir des bêtes aujourd'hui, hein, pour tous les spectateurs qui sont là, qui vont faire leur provision. Après, les bêtes d'aujourd'hui vont rester 15-17 jours en frigo. Elles vont donc être vendues dans 15 jours. Donc pendant un mois et demi, on a de la race basadaise. Voilà, après, c'est la période donc pour pouvoir acheter cette race basadaise. Alors on l'a dit, hein, c'est une race à petit effectif, contrairement à sa voisine, la limousine, considérée comme race à grand effectif. Mais c'est peut-être bien là la seule différence. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce match entre basadaise et limousine. À ma gauche, la limousine, championne toute catégorie. 1,55 m au garrot, poids 950 kg et robe à cajou uniforme. Et à ma droite, la prétendante au titre, la basadaise, championne Sud-Gironde. 1,45 m au garrot, poids 750 kg et robe gris ardoise. Premier round, c'est la limousine et sa célèbre rusticité qui mène, habituée aux conditions naturelles difficiles, colline jusqu'à 1000 mètres et température basse. Mais la basadaise est aussi rustique, elle assure le débardage du bois dans la forêt des Landes. Mesdames et messieurs, une sacrée rustique que cette basadaise. Deuxième round, la limousine a de belles qualités maternelles, elle vèle avec facilité. La race basadaise a les mêmes qualités, naissance facile et bonne croissance des jeunes veaux.
Égalité donc au point, mesdames et messieurs, entre les deux races, des races à viande rustique et surtout unique. Bravo les champions. Et oui, des races à viande rustique et unique. Alors Philippe Etchebest, vers laquelle va votre préférence? Plutôt la limousine? Plutôt la basadaise? Je vais dire, j'utilise davantage la limousine parce que la basadaise, j'arrive pas à en trouver, tout simplement. Donc moi, je serais ravi d'en avoir davantage, mais c'est super compliqué. Voilà, mais à l'issue de cette émission, le problème sera réglé. Voilà. J'espère. Au futur restaurant, on aura de la basadaise. Allez, on va rejoindre sans plus attendre Christophe Zirnelt, qui se trouve donc toujours au pôle de l'Anneau, près de Limoges. Christophe, totalement intarissable quand il nous parle de cette fameuse race, la limousine. Oui Marilus, je suis ici au cœur des stabulations du pôle de l'Anneau. C'est là où on sélectionne les plus beaux spécimens pour améliorer la race limousine. Une race qui n'est ni la plus lourde, ni la plus forte de toutes les races bovines. Bien au contraire, on est sur une ossature très fine avec une masse musculaire énorme, quasiment 75% de muscles sur une carcasse de vache limousine. Pourquoi l'ossature est très fine? Tout simplement parce qu'ici on est dans un climat très rude avec des hivers bien marqués, des étés marqués, des gelées, de la neige et puis surtout un sol très peu minéralisé avec une herbe très peu grasse. Le berceau de la race limousine, c'est l'ouest du Massif central, la Haute-Vienne, le département de la Corrèze, et puis ensuite on s'est étendu un tout petit peu autour et aujourd'hui sur l'ensemble de la planète. Il faut savoir que si aujourd'hui la race limousine se porte bien, il y a quelques années, il y a quelques décennies même, les éleveurs terminaient toujours derniers au concours général de la race. Alors il a fallu l'améliorer. Imaginez plutôt, au XVIIe siècle, la vache limousine pesait quoi? Allez, 300-350 kilos, on l'engraissait et puis on la faisait marcher 10-14 jours parfois pour qu'elle rejoigne les meilleures tables parisiennes, bordelaises ou toulousaines. Ça, c'était pour les gastronomes parce que dans cette région, on ne mangeait pas de vache limousine. On est ici dans une région pauvre, on mange du porc et de la châtaigne. On est un pays de naisseurs. On envoyait les animaux se faire engraisser chez les céréaliers. C'est pour ça que la vache limousine n'est pas présente dans la gastronomie limousine. En revanche, à toutes les dégustations à l'aveugle, cette viande arrive en première position. Pourquoi? Parce qu'elle est maigre, elle a un goût excellent dû au fait d'être persillée. Une viande persillée, vous savez, ce sont tous ces petits points blancs dans la viande qui transmettent le goût. Et là aussi, au pôle de l'Anneau, on travaille à l'amélioration gustative de la viande limousine. Une viande qui aujourd'hui fait la réputation d'une région et évidemment est la fierté de tous les éleveurs qui ont obtenu pas moins de 3 labels rouges. Alors comment on a obtenu tous ces bons résultats? C'est ce que je vous propose de découvrir dans quelques instants avec mon invité Marilus. Avec grand plaisir, Christophe. Alors, dans quelques minutes maintenant, nos beaux bœufs gras, nos bœufs de carnaval vont donc parader dans Bazas. Le cortège va prendre le départ place des Tilleuls pour aller s'arrêter sur la place de la cathédrale. Et en dépit de la météo peut-être un petit peu pluvieuse, j'aperçois quelques parapluies sur ces images en direct. Eh bien, beaucoup de monde se masse sur le cours du Général de Gaulle donc pour assister à ce défilé. Alors, Nathalie, manipuler des bêtes qui pèse pour la plupart près d'une tonne, nécessite, j'imagine, un sacré savoir-faire de la part de l'éleveur. C'est un métier, et on est toujours un petit peu inquiet, comme je vous disais tout à l'heure, parce que ce sont des bêtes qui ne sont pas habituées à avoir la foule, donc on est toujours très attentif. On a toujours eu la chance que tout se passe bien, malgré parfois quelques Vous vivez parfois quelques scènes cocasses. Absolument, on en avait une, je m'en souviens encore parce que c'était trop marrant, j'ai encore l'image dans les yeux. On était justement en train de mettre Henri Manceau, mon éleveur, mon éleveur, on était associés, donc prépare la bête, la charrette, tout ça, et arrive un spectateur, il ouvre son parapluie, la bête complètement étonnée, arrache sa chaîne et part à toute vitesse et s'engouffre dans le cimetière. Bon, il valait mieux qu'elle s'engouffre dans le cimetière plutôt que dans la foule. Donc, nous voilà partis à la recherche du bœuf qui était évidemment très affolé et tout ça, donc il courait un peu partout dans le cimetière. Et on arrive avec notre tracteur, la charrette, l'autre bœuf qui était accroché à la charrette pour essayer justement de l'apprivoiser et de le tranquilliser. Bon, l'éleveur arrive à attraper ce bœuf,
on le raccroche. Et j'ai toujours cette image, c'est trop rigolo. On sort du cimetière, le tracteur, la charrette, les bœufs, et derrière tous les éleveurs qui étaient venus nous prêter main forte. C'était absolument marrant, quoi. On a eu un peu de retard, on était les derniers du défilé, parce que le temps de rattraper tout le monde, ça nous a demandé un peu de temps. J'espère que cet après-midi, tout sera plus calme. En tout cas, pour toutes ces belles bêtes qui sont fleuries de couronnes, c'est un véritable concours de beauté, un concours de beauté. Ça se prépare, c'est un peu comme un concours Miss France, c'est ce que nous raconte Karim Jbali. Pour être belle, il faut suivre un petit régime spécifique. Le principe est simple, nourrir en étable pendant 4 ans jusqu'à maturité pour le jeudi gras, mais chaque éleveur a sa pote secrète. Il faut suivre sa bête, il faut dire bon, il mange bien, je continue cette ration ou je la diminue. Vous voyez, c'est un métier d'art si on peut dire, mais vous savez, les vieux briscards comme moi, j'en ai tellement vu que je connais ça de la tête aux pieds, quoi, de A jusqu'à Z. Mais le régime n'est pas tout, l'éleveur est au petit soin pour ses bêtes. Je suis en train de préparer Miss France. Vous savez que Miss France, quand on la prépare, on lui fait une beauté. Et nous, on fait pareil maintenant pour les bœufs. Puis, on les harnache d'un licol, d'une couronne de fleurs, et pour finir, on fixe l'étiquette, la rosace, qui porte le nom de l'éleveur et du boucher qui s'occupera de la carcasse après l'abattage. Voilà, une petite séquence qui a fait beaucoup rire Philippe Etchebest. Vous ne pensiez pas qu'il y avait une telle préparation pour ce défilé. Le défilé, justement, nous allons retrouver Karim Jbali. Karim, est-ce que vous êtes là? Ce cortège est parti, va partir, je ne sais plus, dites-nous. Ah ben écoutez, on l'a arrêté pour vous, pour l'instant. On s'est incrusté au milieu de ce cortège. Et nous sommes avec le grand ordre, en grande pompe, si je puis me permettre, de cet ordre, Monsieur Marceau. On vous a entendu tout à l'heure dans le sujet, en train de les bichonner comme des Miss France. Oui, absolument. Ces bœufs, aujourd'hui, il faut qu'ils soient au top toute la journée. Donc, la préparation est très importante. Voilà, alors préparation, défilé, tout ça, c'est très, j'allais dire, pour la tradition et pour le spectacle, parce que c'est magnifique, c'est esthétique. Mais il faut parler de sélection de cette race. Et pour ça, Madame Darcos, vous êtes la femme de l'affaire, si je puis m'exprimer comme ça. Soyons sérieux, tous ces bœufs ici, tous ces super champions, ils sont le fruit d'une sélection rigoureuse, scientifique. Tout à fait, ils sont le fruit d'une très bonne sélection de la part des éleveurs, qui sont des éleveurs passionnés par la race. Donc tout d'abord, le but, comme derrière il y a un concours, donc vous allez le voir sur la place. Donc le but, c'est bien sûr d'avoir le premier prix. Donc l'éleveur, le choix de l'éleveur se porte sur les meilleurs sujets de son exploitation. Tout au long de l'année, vous vous rendez chez l'éleveur pour mettre, j'allais dire, pour mettre en relief 1 ou 2 spécimens, si je puis me permettre. C'est ça? Alors tout d'abord, la première sélection, généralement, se passe carrément, on va dire, au moment de la saillie ou de l'insémination de la femelle, puisqu'il faut choisir le plus beau reproducteur pour mettre à côté la plus belle femelle, pour avoir le plus beau produit. Donc il y a tout un travail dès le départ. Et au fur et à mesure, donc, la sélection au fil du temps se fait donc, grâce au suivi de l'exploitation de l'éleveur, à l'alimentation. Et donc dans les derniers 6 mois avant le concours, on commence à regarder dans les exploitations de choisir les meilleurs sujets. Et voilà, et Marilus, le fruit de ces, j'allais dire, de ces rencontres entre et la science et la tradition, vous l'avez ici, dans ce cortège. Donc, qu'est-ce que vous en pensez, messieurs? Vous reprenez le défilé. Oui. Voilà, Marilus, on vous retrouve tout au long. Prochaine étape, ça sera là-bas. Plus loin, allons-y. Nous sommes partis. Là-bas, pas de problème, Karim. Nathalie Morlot nous a quittés pour laisser sa place à Bérénice Walton, une toute jeune éleveuse de Bazadèze installée à Arvers, tout près de Libourne. Bonjour Bérénice, merci d'être là. Alors vous avez, il y a à peine 3 ans, repris l'exploitation agricole de vos parents. Être un jour à la tête de l'entreprise familiale, c'était une évidence pour vous? Oui, j'ai toujours été passionnée par l'élevage et donc quand mon père a recommencé le troupeau de Bazadèze, parce qu'avant il n'avait pas de Bazadèze, il avait des vaches laitières. Donc pour moi, voilà, ça a été une évidence. J'ai commencé mes études dans l'objectif de reprendre l'exploitation. Voilà. Alors comment avez-vous été acceptée dans ce milieu qui est quand même très très masculin? Les femmes ne représentent, je crois, que 10% des effectifs de cette profession. Comment ça s'est passé?
Il faut arriver à faire sa place. Déjà, il faut un petit caractère quand même pour des fois, parfois taper du poing sur la table. Mais j'ai travaillé pour arriver à prendre ma place. Et donc, prendre sa place, c'est présenter des très beaux animaux en concours. Et, voilà. Et puis aussi prendre l'expérience des éleveurs, des anciens, et arriver à progressivement faire son petit nid. Alors cette exploitation, on le voit sur ces images, vous la tenez d'une main de fer, vous vous occupez de plus de 140 bêtes, vos journées sont donc extrêmement bien remplies. À quoi ressemble votre quotidien, Bérénice ? En ce moment, mon quotidien ressemble à... C'est la période des vélages et l'hivernage, donc dort peu. On dort peu, je suis un petit peu fatiguée, donc je me lève la nuit pour assurer les vélages, parce que toutes mes vaches sont ce qu'on appelle en étable entravée, donc elles sont attachées, donc j'assiste mes vaches au vélage, malgré que on l'a dit tout à l'heure, la vache basadaise vèle très bien, mais ensuite je m'occupe du veau la nuit pour que la mère lui apporte tous les soins, je lui fais je lui apporte le colostrum, et puis qu'il n'ait pas froid, je m'en occupe, et après en ce moment, je suis en permanence dans mon étable à donner du foin, à donner à manger, à m'occuper des petits veaux. C'est la période la plus importante de l'année. Ce sont des journées et des nuits bien remplies. Il faut une énergie absolument incroyable. Il faut être une battante pour exercer ce métier. Oui, surtout. Oui. Philippe, que vous inspire Bérénice ? Non, mais ça m'agace un peu parce que j'apprends qu'elle est d'Arvers, donc à côté de Libourne, que je ne savais même pas qu'il y avait de la race basadaise à côté. Je vais au marché, j'allais en tout cas au marché de Libourne tous les jours faire mes courses. Et vous n'aviez jamais rencontré Bérénice ? Et jamais elle est venue me voir, parce que je suis souvent démarché, mais jamais elle est venue me voir au restaurant pour me dire voilà, j'ai de la basadaise à vous vendre, est-ce que ça vous intéresse ? Et bien évidemment, je leur ai dit oui. Donc un petit peu de colère quand même, bon sang. C'est pas possible ça. Après, je n'arrive pas à en trouver. Il y en a juste à côté. Il y en avait juste à côté de vous. Alors, est-ce que la basadaise, Bérénice, est une race qui est facile à élever ? Oui, très facile. Donc moi, je me trouve dans la zone humide d'Arvers, donc zone inondable. Donc c'est vrai que j'ai en ce moment beaucoup d'eau. Et c'est vrai qu'elle s'adapte très bien, autant l'été que l'hiver. C'est une race qui valorise très bien le fourrage grossier. Donc moi, la base de l'alimentation, c'est du foin. Je fais du foin, je passe beaucoup de temps dans mes foins, et du foin de qualité. C'est vous qui le faites ? Oui. Ouais. Voilà, je fais à peu près 60-70 hectares de foin. Donc ça, c'est une période aussi très importante pour moi. Et puis après, je complémente un petit peu là en luzerne d'Espagne, qui est de très très bonne qualité, parce que la basadaise son petit défaut qu'on pourrait y trouver, c'est qu'elle ne fait pas beaucoup de lait pour les veaux, donc ça lui permet de booster un petit peu. Donc je soigne simplement, et elles sont très faciles. Restez avec nous, Bérénice, on va refaire un détour, on va partir retrouver Élise Descartes qui se trouve au Salon de l'Agriculture, donc porte de Versailles à Paris. Alors Élise, la basadaise est bien sûr présente au Salon, vous nous l'avez dit il y a quelques minutes. Il y a cette année encore des très 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 belles bêtes, dont une qui est issue du lycée agricole de Bazas. Oui, là je suis avec deux personnes du lycée agricole de Bazas, terre de Gascogne. Françoise Lamette qui est professeure et Valentin Arad qui est lycéen en bac pro. Alors Françoise Lamette, est-ce que c'est important pour le lycée de Bazas, terre de Gascogne, d'être présent là sur le salon ? Pour nous, c'est très important d'être présent ici au salon, qui est la représentation nationale de la race, mais également de tout l'élevage français, afin de montrer aux élèves ce qui se fait et ce que peut être le rôle des éleveurs et leur implication pour montrer au public ce qu'ils font. Mais également, c'est présenter les animaux de race basadaise et le travail qui est fait autour de cette race. Faire découvrir à un public qui parfois est un peu lointain. Est-ce que c'est une manière aussi de développer et de participer au développement de cette race basadaise ? Alors c'est vrai que cette race est un effectif assez réduit. Donc les gens la connaissent localement ou connaissent certains qui sont venus autour de Bazas en tourisme la découvrent. Mais c'est aussi le moyen, par le biais de cette présentation de race dans le cadre du salon, de faire découvrir une race qui a failli disparaître il y a quelques années, quelques dizaines d'années de cela.
Alors là, vous êtes avec 6 de vos élèves pour participer au trophée des lycées agricoles. En quoi ça consiste, ce trophée? Alors ce trophée, c'est mettre en condition des élèves donc, au travers de plusieurs épreuves. Donc ils ont une première épreuve qui est la communication, puisqu'il va falloir en tant qu'éleveur communiquer sur son produit et de plus en plus vers le grand public afin de commercialiser et de présenter le savoir-faire des éleveurs. Donc c'est au travers d'un blog, présenter ce qu'ils ont pu voir et ce qu'ils peuvent faire, au travers d'une affiche avec un thème qui change chaque année. Également, nous avons une épreuve de présentation des animaux, ce qu'on appelle toilettage ou clippage. Et il y a une épreuve qui se fait, la dernière épreuve en fait se fait le samedi matin, qui est une épreuve de présentation d'un animal et du lycée dans sa région pour relier le produit au terroir. Donc une partie est faite en langue étrangère. Valentin, on me presse un peu au niveau du temps. Est-ce que ça vous a demandé beaucoup de travail à l'année, ce trophée? Oui, on travaille depuis le mois de septembre, depuis la rentrée 2013. Là. Tous les mercredis après-midi, on travaille sur l'exploitation, à faire marcher la vache, la laver. Et en plus de ça, en dehors de l'épreuve pratique qu'on a avec la vache, on a donc la création d'une affiche, la création d'un blog et ça prend beaucoup de temps aussi, beaucoup d'articles à mettre sur le blog, c'est du travail, beaucoup de travail. Donc on l'a compris, c'est un trophée qui n'est pas seulement agricole, qui demande beaucoup de travail aux lycéens. Voilà Marie-Luce ce qu'on pouvait dire sur ce trophée des lycées qui se déroulera ce week-end. Merci beaucoup Élise et merci bien sûr à vos invités. Alors Bérénice, ça vous rappelle quelques bons souvenirs. Vous avez, je crois, participé vous à ce trophée des lycées agricoles et notamment lorsque vous faisiez vos études à Tulle, puisque vous avez fait une partie de vos études à Tulle. Quels souvenirs gardez-vous de ce passage au Salon de l'Agriculture quand on est lycéen? Une très très bonne expérience. C'est vrai que c'était vraiment... quand on a fait les sélections, parce qu'on était nombreux à vouloir participer au trophée dans le lycée, donc on a eu les sélections et j'ai été sélectionnée. On était 5 élèves et donc voilà, on a préparé, c'était des limousines mais donc ça nous a pris du temps parce qu'on avait 2 vaches et un veau et il y avait une des 2 vaches qui était très caractérielle, donc ça a été très long, même quelques jours avant le salon on n'était vraiment pas sûrs, on avait vraiment peur, mais on est très fiers évidemment, on est très fiers et participer. Voilà, on est en contact des éleveurs, des professionnels. C'est vrai que quand on est élève et qu'on va devenir professionnel, c'est un rêve. C'était vraiment... En plus, j'ai gagné, donc on a gagné, c'était vraiment... Évidemment, excellent souvenir. Alors, vous êtes une toute jeune exploitante agricole qui vit évidemment dans la modernité. Alors, on va le voir sur ces images, vous êtes aujourd'hui totalement connecté. À quoi, regardez Philippe Etchebest, à quoi vous servent donc tous ces outils et en quoi vous simplifient-ils la vie ? Donc ça, c'est ce que j'ai acheté cette année, donc ça s'appelle le Velphone. Donc ça me permet de pouvoir surveiller mes vaches. Je suis connectée avec mes vaches en fait pour la nuit. En permanence, je reçois les températures et donc 48 heures avant le vélage, en fait, il y a une chute de température. Et donc là, ça m'envoie un message, attention, vélage probable ou attendu sous 48 heures. Et donc là, ça me permet de vraiment, un peu, si j'ai des réunions ou des choses à faire, je sais que il faut que je sois présente à proximité de l'exploitation. Et quand la poche des eaux en fait pousse le thermomètre, ça me donne, ça m'envoie un message en me disant expulsion de la poche des eaux à telle heure. Donc ça me permet de pouvoir intervenir s'il y a un problème. Je sais parfaitement à quelle heure a été expulsée la poche des eaux. Donc après je sais dans combien de temps je dois intervenir, la laisser travailler. Donc c'est vraiment un très bon outil. Et ça me gagne quelques heures de sommeil. Ça vous demande d'être disponible aussi à tout moment, quoi. Oui. Ouais. Voilà. Alors on va parler des points communs entre la Bazadaise et la Limousine. L'un de ces points communs, c'est l'exportation. Ces 2 races s'exportent vraiment partout dans le monde et c'est ce que nous dit Karim Jbali dans ce petit sujet. La Limousine et la Bazadaise s'exportent dans près de 70 pays dans le monde. Dans les années 60, la race Limousine est introduite en Argentine, au Brésil et en Italie. Aux USA, aujourd'hui la North American Limousine Foundation est la plus grande association mondiale pour cette race. La race Bazadaise s'exporte aussi partout dans le monde. Aujourd'hui, elle est présente en Angleterre, au Brésil et en Argentine. En Grande-Bretagne, aujourd'hui l'association anglaise, la British Cattle Society, regroupe 45 élevages.
En Australie, la basadaise est croisée avec des races autochtones, non, les kangourous. Les Australiens apprécient cette race pour sa résistance à la chaleur et sa facilité de délage. Voilà une limousine, hein, on l'a vu, présente sur tous les continents. Alors aujourd'hui, on travaille toujours à l'amélioration de la race et c'est même, Christophe, la mission principale du pôle de l'Anneau. Oui Marie-Luce, si on parle autant de la race limousine, c'est un, parce qu'on en a pris grand soin, et deux, parce que l'on a amélioré la race en sélectionnant les spécimens. Comment? Pour tout savoir, Marc Gambarotto m'a rejoint. Vous êtes directeur général de France Limousin Sélection. Quelle est la mission principale du pôle de l'Anneau? Alors, la mission principale, c'est de doter les éleveurs des outils de sélection d'aujourd'hui et de demain, mais également de leur mettre à disposition les meilleurs mâles de la génération. Alors vous parlez de sélection, ça veut dire que c'est simplement de spécimen à spécimen et vous associez évidemment les éleveurs. Oui, donc puisque aujourd'hui la sélection des femelles et les accouplements se font dans les fermes, et donc nous, notre travail, c'est d'aider les éleveurs à choisir dans leur cheptel les meilleurs animaux pour les accoupler ensemble et pour apporter du progrès génétique. Aujourd'hui, il y a des ventes aux enchères ici, hein, au pôle de l'Anneau, qui sont réputées évidemment. Ça aussi, ça participe à l'amélioration de la race, à sa promotion. C'est combien le prix moyen d'un mâle limousin? Alors le prix moyen d'un taureau limousin à l'Anneau, il y a deux catégories, donc ça va entre 2800, 2900 jusqu'à 4500 € en moyenne. Il y a même eu une vente aux enchères où un spécimen a atteint 20 000 €. Imaginez 20 000 €, c'est déjà un beau taureau. Alors, on parle souvent de Herdbook, H-E-R-D, book. De quoi s'agit-il? Alors le Herdbook, c'est l'association des éleveurs sélectionneurs de la race limousine, donc qui inscrivent leurs animaux au livre généalogique, comme pour les chats, les chiens. Comme les chiens, les chats, il y a des vaches à pédigré, puisque c'est elles qui vont procréer la génération qui vient. Est-ce qu'aujourd'hui, on a la possibilité d'améliorer encore la race limousine qui est présente dans plus de 70 pays, hein, autant dire sur tous les continents? Oui, on peut toujours améliorer. On a fait beaucoup de travail sur l'amélioration quantitative ces dernières années, en augmentant le muscle, le développement, etc. Et aujourd'hui, on s'oriente plus vers de l'amélioration qualitative, en particulier la résistance aux maladies, la résistance aux problèmes d'élevage, pour aussi améliorer le bien-être de ces animaux-là. Oui, c'est une race rustique, hein. Marc, merci beaucoup. On a le droit d'être chauvin? Oui, on a le droit. Marie, quand je vous dis que la race limousine est l'une des plus belles vaches du monde, elle parle d'elle-même, regardez. Bon goût, Christophe. Merci en tout cas à vous. Bérénice, deux mots encore avant de vous libérer, parce que vous allez aussi prendre la direction de Bazas. Vous avez fait le choix de la vente directe de vos basadaises. Donc, quand j'ai repris l'exploitation il y a 3 ans, j'ai été installée en tant que jeune agricultrice et donc j'ai fait un prévisionnel d'installation. Et donc voilà, il fallait quand même, j'ai un salarié à temps plein, et il fallait dégager des marges pour fonctionner. Donc du coup, j'ai fait le choix vraiment de maîtriser ma production de A à Z. Et donc je fais également des bœufs gras, j'ai 50 bœufs en permanence à la maison, mais je les commercialise tout en vente directe aux particuliers. Merci infiniment, et je crois que vous avez un nouveau client à partir de ce jour, oui. En la personne de Philippe Etchebest, hein. Ouais, c'est bien ça. Absolument. Allez, nous allons reprendre tout de suite la direction de Bazas, hein, pour retrouver toujours au milieu du défilé des bœufs gras notre cher Karim. Karim, la tradition, eh bien, c'est que les attelages s'arrêtent devant chaque boucherie de la ville. Oui, nous ne sommes... Alors, ça c'est les hasards du défilé, nous ne sommes pas tout à fait devant l'étal d'une boucherie, mais nous sommes avec un éleveur qui va nous souligner toute l'importance qu'entretient cette relation privilégiée que vous avez avec un boucher. Monsieur Manceau, vous êtes éleveur? Oui, tout à fait, oui. Alors, ces relations étroites, le boucher vient choisir sur pied sa bête. Oui, donc nous, on avait 20 bœufs à l'engraissement pour carnaval. Et donc le boucher vient choisir ceux qu'il préfère pour le défilé, sachant qu'on travaille toute l'année avec nos bouchers, c'est un partenariat tout au long de l'année, quoi. Mais vous, ce boucher, vous lui avez déjà, j'allais dire, préparé quand même quelques spécimens. Oui, déjà nous on fait une sélection parce que les bouchers connaissent mieux les carcasses une fois abattues. Nous on connaît mieux les bêtes vivantes, on va dire. Donc nous on fait déjà une sélection et après c'est un choix qu'on fait avec le boucher pour faire défiler les animaux ici. Alors le choix, alors pour les non spécialistes, c'est une question de conformation, j'allais dire, de musculature très précise, parce que à chaque musculature correspond un morceau précis de boucherie. Tout à fait, oui. Donc on cherche des animaux très musclés sur l'arrière-main, là où se retrouvent les meilleurs morceaux.
On cherche des animaux avec beaucoup de culottes, avec un dos très épais, un renne très épais. Et après, on fait aussi un choix par rapport au caractère des animaux, puisque vous voyez le monde qu'il y a, les bœufs sont au milieu de la foule. Et donc on cherche à avoir des animaux aussi très calmes pour le défilé. Voilà, alors Marie-Luce, c'est aussi une fête gastronomique parce que tout le long, devant chaque étal de boucherie, le boucher sort avec quelques spécimens déjà préparés pour faire goûter la population. Voilà, alors il y a un petit grain qui se passe, mais rien de dramatique. Nous allons suivre tout ça et nous allons retrouver, tenez-vous bien, monsieur Echeverry, le basque bondissant est descendu de ces montagnes pour venir nous rejoindre et nous parler de cette race. Le chanteur basque, oui, bah, tout à l'heure, et profitez bien de la fête, Karim. Alors, Jérôme Mansancal, boucher à Grignols, vient de nous rejoindre. Bonjour et merci d'être avec nous. Alors, vous qui êtes boucher, comment expliquez-vous cet engouement du consommateur pour ce bœuf gras du Bazadais? C'est une fête une fois par an, c'est attendu, c'est attendu d'une année à l'autre. Hein. C'est une festivité, c'est la période des bouchers. Faut pas se percer sur cette période-là. On est attendu, c'est une viande très goûteuse, c'est des beaux morceaux, c'est des pois un peu plus volumineux. Puis ça reflète aussi la qualité de la boucherie, la qualité de la viande, la qualité de l'éleveur. C'est vraiment un engouement, ça prend de plus en plus d'ampleur. Et les gens attendent vraiment avec impatience le bœuf gras. Ouais. Voilà, parce qu'on l'a évoqué rapidement avec Nathalie Morlot, c'est une viande que l'on ne trouve finalement que quelques semaines chaque année. Oui, voilà, le bœuf gras, bon, voilà, allez, on va dire sur un mois voilà, c'est le mois de carnaval, hein, c'est tout. Il n'y a pas de bœuf gras, c'est peut-être possible d'en avoir, mais c'est compliqué déjà pour les éleveurs. Mais cette période-là, elle est vraiment faste, quoi. Les gens l'attendent. Après, le reste de l'année, ce sont des bonnes bêtes engraissées, mais ce ne sont pas forcément des bœufs gras. Alors, Philippe Etchebest, vous qui faites votre marché évidemment tous les jours, comment nous, consommateurs, pouvons-nous reconnaître qu'une viande est de qualité? On reconnaît la viande par son persillé, justement, sa couleur aussi. Donc le persillé, c'est-à-dire pour les non-initiés? Le persillé, justement, c'est cette partie grasse qu'on voit dans le muscle qui va amener le goût à la viande, qui va amener la texture aussi un petit peu, donc ça c'est important. Ce qui est important aussi, on en discutait tout à l'heure, c'est la maturité. Ah, tout à fait. Il faut savoir qu'une viande fraîche, elle ne sera pas forcément meilleure qu'une viande qui a maturé pendant 3, moi je vais plus loin, moi je vais jusqu'à 5 voire 6 semaines dans le frigo, justement parce qu'on va avoir et à la fois du goût qui va y ressortir et beaucoup de finesse et une texture qui sera très moelleuse aussi. Tout à fait. Même les morceaux de deuxième catégorie avec de la maturité arrivent à être vraiment d'une tendreté même exceptionnelle. Alors dites-moi, je pose la question ou à Philippe ou à vous Jérôme, est-ce que dans le bœuf tout se mange? Oui. Absolument. C'est vrai qu'on oui, ça se cuisine différemment, mais tout se travaille. Mais on a tendance justement à s'arrêter sur le filet de bœuf, sur le carré, alors qu'il y a d'autres morceaux qui se travaillent effectivement de manière différente, mais qui sont très très bons aussi. Moi je pense à la joue de bœuf, c'est fabuleux la joue de bœuf. J'ai fait une daube il n'y a pas longtemps encore, c'est exceptionnel. Exceptionnel, mais les bas morceaux sont très bons si toutefois ils sont bien travaillés. On dit que la viande de bœuf est la viande la plus difficile à travailler, oui, non, oui? Moi j'ai pas le sentiment. Elle est très agréable. Oui. Elle est compliquée mais très agréable. Quand on a vraiment de la qualité de viande comme celle-ci, c'est travailler de l'or. Mon premier patron me disait tu travailles de l'or. C'est vraiment c'est agréable de travailler. Enfin, moi j'aime ça, c'est mon métier, je suis passionné de mon métier, quoi. Je suis pas excellent, mais j'adore mon métier et travailler une belle viande, ça me fait plaisir, quoi. Alors on en reparle dans quelques tout petits instants. Auparavant, nous repartons du côté du pôle de l'Anneau en Limousin pour trouver Christophe. Alors vous allez nous parler maintenant d'un projet dont l'objectif est bien sûr de mettre en avant cette fameuse race limousine. On se sent tout petit, Marie-Luce, au milieu de ces sculptures monumentales. Elles sont pourtant le symbole d'un projet très ambitieux. Imaginez plutôt partout autour de moi sur 9 hectares, un outil de promotion de la race limousine, de valorisation du métier d'éleveur. Et puis surtout, c'est ici que vous pourrez venir déguster de la viande limousine, évidemment. Pour cela, il faudra attendre le printemps 2015, l'ouverture du Limousine Park. Et ici, on espère bien susciter quelques vocations de jeunes éleveurs, des jeunes éleveurs qui continueront à porter haut les couleurs de la race de la région. Merci Christophe. Et donc, on a bien noté qu'il faudra patienter jusqu'en juin 2015 donc pour découvrir ce Limousine Park. Merci à vous et merci à votre équipe. Jérôme, vous êtes venu aujourd'hui avec une magnifique pièce de bœuf sur notre plateau. C'est assurément la pièce la plus noble du bœuf.
la plus tendre? Alors voilà, alors la plus tendre, vous avez la loyau qui est le faux filet avec le filet. C'est une viande très tendre, celle qui est très prisée. Et à côté, vous avez une côte de bœuf il y a une petite partie de caprin dessus qui est légèrement plus ferme, mais ça a quand même un autre goût. Peut-être légèrement moins tendre, mais vraiment, c'est autre chose. C'est vraiment la côte à l'os. Et Philippe Etchebest, pour sublimer cette belle viande, quel mode de cuisson vous préconisez? Dans ce cas de figure, très simple, hein, c'est un bon poêlage. Délicat, je dirais, bien arrosé et bien enrichi aussi avec un peu de beurre, avec une cuisson, alors pour ma part, bien saignante, c'est comme ça que j'aime la viande, mais je répète, hein, y a tellement d'autres morceaux qu'on peut bien travailler avec des méthodes de cuisson différentes, mais ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que finalement le produit est tellement beau et on en revient toujours aux mêmes choses, pour bien cuisiner, il faut des beaux produits au départ, et la star restera toujours le produit. Et juste un petit conseil pour moi et pour bon nombre de téléspectateurs, la viande, on doit la saler avant ou après la cuisson? 2 secondes. Alors, moi, je la sale juste avant, mais avant la cuisson. Et je la finis après, si nécessaire, avec un petit peu de fleur de sel, mais je l'assaisonne toujours un petit peu avant. Voilà, et j'espère que Karim Jbali a bien entendu avant pour saler la viande. Karim. Oui, Marie-Luce, excusez-moi, dans ce brouhaha, je vous ai promis, monsieur Etcheverry, Michel Etcheverry, il est là, il est avec nous. Et venez. Et en plus, tout à l'heure, on avait parlé d'un Australien, mais c'est un Australien qui a sauté par-dessus les mers et les océans pour venir ici. Depuis Melbourne, madame. Et comment est-ce qu'il a été? Ce monsieur a été au courant parce qu'il est éleveur de bœuf aussi. Il élève de bœuf et voilà, et il a vu ça sur la télévision. Il est venu exprès ici à Bazas pour voir ça. Rassurez-moi, la télévision, c'était sur France 3 qu'il a découvert Bazas. Ils ont ça en Australie aussi. Merci, welcome, comme on dit, welcome. Alors, thank you very much. Okay. Oh, mais dis donc, vous parlez en anglais, monsieur Etcheverry, vous êtes polyglotte. Formidable. Alors, trêve de plaisanterie, c'est quelque chose de sérieux, le bœuf, dans la famille Etcheverry. Il va de soi. Alors, nous, c'est plutôt la blonde d'Aquitaine, puisque je suis natif de Helette, et ma famille, la famille Etcheverry, mon frère Sauveur, le regretté, et son neveu Jean-Philippe, ont tenu, tenez-vous bien, le record de participation au Salon de l'Agriculture à Paris, qui se déroule maintenant 18 années de suite, avec moult médailles d'or et d'argent de taureaux, de vaches, taureaux à vaches. Oui, alors, mais on va pas parler de blonde d'Aquitaine, on va parler de Bazadaise. Elle me plaît beaucoup, la Bazadaise. Et j'étais au Bazadaise. salon hier, elle était très bien représentée. C'est une bête magnifique et très goûteuse. Et c'est quelqu'un qui s'y connaît qui me l'a dit. C'est la cuisinière Maïté m'a dit, Michel, mais attention, la Bazadaise, c'est quelque chose. Elle est très goûteuse, cette viande. Mais vous êtes là aujourd'hui parce que vous allez être intronisé. Et oui, paraît-il, quel honneur pour moi. Quel honneur pour moi. Merci beaucoup, Karim, et merci évidemment à tous vous invités. C'est déjà la fin de cette émission. C'est passé très vite. On aura encore des millions de choses à dire. Merci à vous d'être venus cet après-midi. Merci à vous de nous avoir suivis. On vous souhaite un excellent week-end. Au revoir et à très vite.